Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Myriam Tonus, pédagogue, chroniqueuse à la Libre. Myriam, bonjour. Bonjour. L'éducation, finalement, c'est quelque part, est-ce que ce n'est pas justement permettre à l'être humain d'advenir à lui-même? Ah, tout à fait, c'est le centre même, c'est le cœur de l'éducation. Éduquer un enfant, c'est lui permettre de devenir ce qu'il est au plus profond de lui-même, plus grand que lui-même et qu'il ne sait pas. Autrement dit, toute l'éducation doit être un accompagnement. L'éducation, c'est effectivement accompagner l'enfant tout au long de son chemin jusqu'au moment où il est capable de marcher seul. Donc je dirais au départ, il est dans la mer, il est accroché à elle, et puis il va marcher à côté, et puis progressivement, il faut qu'il court devant jusqu'au moment où on s'arrête et on le laisse aller, et puis de temps en temps, on se retrouvera, on va faire des rencontres. Donc le pédagogue, c'était en Grèce celui qui accompagnait l'enfant pour aller chercher le savoir où on pouvait lui dispenser. Autrement dit, c'est véritablement une action centrifuge, c'est-à-dire on n'est pas centré sur soi, on n'éduque pas pour soi. Or, il n'y a rien à faire, nous sommes des êtres humains, nous devons l'accepter très sereinement, et un enfant, c'est finalement, quand il naît, beaucoup plus qu'un enfant. C'est quelque part un prolongement de moi-même. Ça peut être quelqu'un même qui me ressemble physiquement, et on a tendance à oublier que cet enfant qui est d'abord la combinaison de deux familles de gènes, va faire une combinaison qui n'est ni l'une ni l'autre, qui va être parfaitement originale. Mais enfin, il n'empêche qu'il me ressemble, il a des réactions identiques, etc. C'est aussi celui qui, en principe et sauf accident, va me survivre. Autrefois, on disait, c'est celui qui va porter le nom du père, bien entendu, ou bien c'était celui qui allait reprendre l'entreprise familiale, etc. Donc il y a un aspect de prolongement qui fait que je deviens immortel. Et donc parfois aussi, et ça existe encore, alors plus pour des professions, mais je veux dire pour des activités extrascolaires, par exemple artistiques, on voit encore beaucoup d'enfants à qui on dit « mais tu vas apprendre le violon, tu vas apprendre, je ne sais pas moi, le tir à l'arc, la course à pied ». Et quand on interroge des parents, eux-mêmes auraient voulu être musiciens, auraient voulu être sportifs, auraient voulu faire des études poussées, et puis non, pour 36 raisons, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu les faire, mais toi, tu vas étudier. Et donc, quand on a un enfant qui a son propre projet, et qui dit, vous savez, moi je n'ai aucune envie de devenir ingénieur, j'aimerais être assistant social, on voit des parents qui disent, enfin, mais non, mais c'est pas possible. C'est très difficile, quand on est parent, d'accompagner le projet de telle sorte que l'enfant aille plus loin que lui-même, parce qu'évidemment, parfois, la loi du moindre effort veut dire, bon, surtout pas trop se bouger, pas trop se fatiguer, donc je vais faire le moins possible. Et donc là, le parent est quand même là pour encourager, dire, non, non, tu dois quand même aller plus loin. Faire la part entre ça et la projection de mes propres désirs. C'est une équation qui n'est pas toujours facile à résoudre. Mais il n'empêche que c'est comme dans la Bible, quand Dieu dit à Abraham « Va, quitte ton pays », alors on a traduit en français par « va », alors qu'il y a un tout petit suffixe en hébreu qu'on ne traduit pas, et qui est « va », alors avec « pour toi »,« vers toi », on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a la notion de « toi ». Ce n'est pas « va », va à l'aventure, c'est va et quelque part, il y a toi dedans. C'est ta vie, c'est ton projet. Il faut, alors généralement, on traduit va pour toi, et ce n'est pas égoïste. C'est advenir au meilleur de ce qu'on est. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas finalement la notion d'aimer, quelque part, dans toute relation humaine? Quand j'aime et quand j'aime convenablement, quelque part, c'est permettre à l'autre d'advenir à lui-même, d'advenir à elle-même, non? Ah mais bien sûr, mais là, vous parlez comme quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien et qui sans doute vit ce qu'est l'agapé biblique. Mais il faut tout de même bien voir que ce que l'on propose aujourd'hui comme étant de l'amour est souvent plus rabougri, je dirais que ça. C'est quand même « fais-moi du bien à moi ». Aime-moi, je t'aime, mais jusque-là. C'est-à-dire, je t'aime, mais si jamais tu ne m'apportes pas ce que j'attends, ben, je ne t'aime plus. Je t'aime, mais si tu n'es plus aussi beau, aussi belle, je ne suis pas sûre que je ne vais pas en aimer un autre ou une autre.
L'amour, effectivement, le vrai amour est extrêmement exigeant. Alors quand on dit altruiste, ça a des relents parfois un peu malsains, mais non, altruiste, c'est j'aime l'autre parce qu'il est lui. Et même si moi, je ne fais pas comme lui, même si ça me fait mal, même si en tant que parent, j'ai l'impression que j'ai travaillé pour rien, du moment qu'il grandisse bien, qu'il est heureux, qu'il va bien dans sa vie, qu'il est un adulte bien avec lui-même et avec les autres, oui. Mais ça demande énormément de renoncement. Autrement dit, la frustration dont on a déjà parlé, il faut que les parents l'intègrent eux-mêmes. Parce qu'être parent, c'est nécessairement être frustré. Et peut-être développer ça, justement. Parce qu'on l'a vu pour l'enfant, à quel point c'était important, mais en quoi parce que quelque part, le parent, au nom de la liberté de son enfant, devrait aussi faire des propres deuils, si j'entends bien. Ah, tout à fait. Tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il n'y a rien à faire. On a des attentes. On a des attentes sur cet enfant. Et on en a d'autant plus que, je veux dire, il n'ose pas, ou il ne peut pas, ou il n'est pas encore en état de venir poser en face de moi sa volonté propre et son désir propre. Quand il est petit, il veut faire une chose, il veut faire plaisir. Faire plaisir à papa et maman, être aimé de papa et maman. Et donc, quelque part, il y a une espèce de malléabilité de l'enfant qui est finalement bien commode pour le parent. Mais c'est à partir du moment où l'enfant dit non, moi ça ne me va pas, non, j'ai pas envie de faire du violon, non, j'ai pas envie d'aller dans un mouvement de jeunesse, moi j'ai envie de m'habiller comme ça et pas comme tu me le dis, etc. Et c'est là que se pose la question, finalement, je l'éduque pourquoi? Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour moi? Et si ce n'est pas pour moi, alors nécessairement, il va y avoir un deuil à faire. Et je dois pouvoir consentir aussi à tout ce que j'ai. On dit parfois on investit dans ses enfants. Je n'aime pas ce terme. Parce que si vous investissez en bonne finance, il y a un return. Vous attendez un return, il y a un intérêt. Et plus l'intérêt sera élevé, plus vos placements sont bons. Or, quand on élève des enfants, on peut beaucoup investir, on n'est jamais sûr qu'on va avoir un return. Il se peut très bien que vous ayez apporté la meilleure éducation à vos enfants et que finalement, les chemins qu'ils empruntent, ne soient pas du tout les vôtres. Vous avez essayé de l'éduquer à l'altruisme, à la générosité, et vous avez un enfant qui dit « moi, ce que je veux, c'est gagner du fric ». Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous fâcher avec lui? Vous allez lui faire la morale comme s'il avait 6 ou 7 ans? C'est le meilleur moyen de couper définitivement les liens. Donc il va y avoir, ou bien, comme on disait autrefois, « ah, des enfants, c'est pour assurer ma vieillesse ». Mais aujourd'hui, les conditions ont radicalement changé, et on sait bien qu'il n'est pas sûr du tout que les enfants devenus adultes vont s'occuper de votre propre vieillesse, hein, surtout qu'elle a tendance à se prolonger longuement. Et là, il va y avoir une frustration, mais enfin, avec tout ce qu'on a investi, etc. Et puis, vous regardez, maintenant, je suis seule, je dois me débrouiller, ben oui. Autrement dit, si on n'accepte pas anticipativement une part de frustration, il n'y a pas que de la frustration, il y a des moments magiques, notamment avec les petits-enfants, mais même les petits-enfants, quand ils sont petits, ah, on est content, on va chez papy, mamie. Puis quand ils deviennent adolescents, bon, aller fêter Noël chez papy, mamie, s'ils me donnent madringuelle, comme on dit chez nous, ça va, le reste du temps, bon, c'est comme ça. Et en même temps, on constate que les parents ou les grands-parents qui acceptent cette frustration, alors tout ce qui est offert prend une saveur exceptionnelle. Ce sont de vrais cadeaux. Parce que si on n'attend pas de return, quand on vous offre quelque chose, ne fût-ce qu'une présence ou un coup de téléphone particulièrement gentil ou une photo, on dit « oh, mais c'est magnifique !» Mais tu ne devais pas, tu n'étais pas obligé, ce n'est pas parce que j'ai investi pour toi que tu es obligé de faire la même chose pour moi. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne nous apprend pas et on distille des idées selon lesquelles la grande solidarité familiale désormais, hein, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui prendront soin de vous. Ce n'est pas nécessairement vrai, peut-être, mais ce n'est pas sûr du tout. Merci Myriam de nous avoir partagé cela. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.